Salut les terriens. Au programme de ce soir, un tour d'inspection un petit peu particulier puisque nous irons fouler à nouveau le sol de la Floride. Et oui, comme vous le devinez déjà, les activités reprennent au Kennedy Space Center, puisque SpaceX, fort de son dernier succès, aurait décidé de poursuivre ses différents chantiers sur place, pourtant abandonnés depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout, car à peine remis de nos émotions, suite au rattrapage du booster lors de ce 5e vol légendaire, voici que l'entreprise dévoile de nouvelles images de ce dernier, en annonçant, l'air de rien, une première date pour une 6e tentative. Cette fois-ci, je serai chez moi dans mon petit setup habituel avec une bonne connexion, donc je vous propose un petit live les terriens. J'imagine que vous voulez connaître le programme de ce prochain vol. Bon, ne soyez pas si pressés, on part rejoindre Philippe et Mathias, allez-y, on décolle pour le Texas. Salut les terriens, un démarrage tout en douceur pour ce tour d'inspection puisque vous avez été beaucoup sollicités ces derniers temps avec notamment ce spectaculaire, époustouflant, historique 5e vol, les mots me manquent. Et justement sur les réseaux, certains évoqueraient un ou deux Raptors récupérés sur le légendaire B12 qui pourraient être réutilisés sur le B14. Alors info ou intox, si l'idée peut paraître sympathique, néanmoins les raisons valables techniques pour une telle opération sont minces, voire très maigres. En effet, on peut estimer que les Raptors utilisés sont des V2.5 dont le but est de laisser la place le plus rapidement possible aux prochaines, c'est-à-dire à la V3. Remonter un moteur utilisé sur le B12, qui a tout de même pas mal souffert, n'a que peu d'intérêt, sachant que la lignée des V2.5 est finie et que cette opération apporterait des risques sur le prochain vol, non contrebalancés par des gains significatifs. Si cela est malgré tout tenté, ce sera encore une fois un coup de pub médiatique sur lequel s'exciteront nombre de fans inconditionnels. Retournons ensemble sur le site de lancement avec cette annonce qui pour le coup est une véritable info et pas une intox, qui a été publiée mercredi dans la soirée par SpaceX. On pressentait que quelque chose se tramait avec par exemple le désassemblage de la fameuse grue qui a permis d'empiler les uns sur les autres les modules préfabriqués de la seconde tour de Boca Chica et qui a quitté très récemment le site de lancement. Donc l'entreprise nous propose généreusement de nouvelles images du 5e et dernier vol et par la même occasion en profite pour confirmer ce que les publications Notmar faites par la FAA quelques heures auparavant laissaient déjà deviner, à savoir une première date pour le 6e vol. Dès le 18 novembre, une fenêtre de tir d'une demi-heure s'ouvrira à 23h heure de Paris. Tenez-vous prêts les terriens car Quentin va certainement nous faire un live pour cette 6e tentative du Starship qui cette fois encore risque de ne pas nous laisser indifférents et bien évidemment c'est un euphémisme. L'enthousiasme qu'a suscité la réussite du dernier opus de la fusée phare de SpaceX n'a même pas eu le temps de retomber que nous voici déjà embarqués dans une aventure qui risque bien d'être encore plus folle que la précédente. Au programme de ce 6e vol, même menu que pour le 5e, mais toutefois avec quelques petites nuances, ce que l'on pourrait appeler variations sur le même thème. Là aussi, nous apprenons qu'un rattrapage du premier étage sera à nouveau tenté, pas de surprise de ce côté-là, puisque des données précieuses pour améliorer les performances aussi bien matérielles que logicielles du B13 et des prototypes suivants ont été récoltées lors de l'exploit du B12. L'entreprise précise toutefois que le fameux délai de déchargement de chaque booster après un rattrapage réussi sera bien évidemment raccourci. Quant à la décision de rattraper ou non le booster pour ce 6e opus, SpaceX précise qu'il ne fera aucun compromis avec la sécurité du public et de ses équipes et que le retour dans les bras de la tour n'aura lieu que si les conditions sont nominales. Nous voilà rassurés. L'étage supérieur du Starship, quant à lui, suivra la même trajectoire suborbitale que lors du vol précédent, avec un amérissage ciblé dans l'océan Indien, avec des objectifs aussi supplémentaires. D'abord, le vaisseau tentera un rallumage de l'un de ses Raptors Vacuum dans l'espace pour faire la preuve des capacités requises pour une telle manœuvre. Ensuite, de nouveaux matériaux de protection thermique secondaire, ainsi que des sections entières de tuiles du bouclier thermique, ont été volontairement retirés de chaque côté du vaisseau afin de tester les endroits potentiels qui pourraient servir de points de fixation pour le rattrapage par les bras de la tour du second étage. Enfin, le S-31, prototype qui effectuera ce prochain vol en compagnie du B13, rentrera dans notre atmosphère dans un angle d'attaque bien plus inconfortable que pour le vol précédent, afin de pousser le second étage dans ses retranchements. Ah, j'allais
j'allais oublier un petit détail qui a son importance. En effet, la fenêtre de tir du 6e vol a volontairement été fixée pour la fin d'après-midi pour que les équipes de SpaceX puissent suivre en direct via Starlink la rentrée atmosphérique du prototype au-dessus de l'océan Indien, cette fois-ci à la lumière du jour naissant. Et oui, que voulez-vous, cette perspective réveille mon côté poète, ce qui permettra de meilleures conditions pour les observations, de bien belles images en perspective. Tenez-vous prêts les terriens, car nous allons encore partager des émotions fortes. Rendons-nous à présent au Kennedy Space Center de la NASA que nous n'avions pas visité depuis un bon bout de temps, et pour cause. L'activité au sein des installations dédiées au Starship, situées sur la fameuse Roberts Road, avait connu une nette diminution jusqu'à un arrêt complet. Et pourtant, il se pourrait bien que selon NASA Spaceflight, SpaceX soit en train de préparer à nouveau, en ce moment même, le terrain pour l'expansion et le développement de la production de Starship en Floride. J'ouvre ici une petite parenthèse, puisque c'est un sujet que nous avons déjà abordé il y a plus de 2 ans dans le journal de la Starbase numéro 38, 52, 64 et 155. À ce propos les terriens, dans les descriptions des vidéos du journal de l'espace, Quentin a mis à votre disposition un lien qui vous permettra d'accéder à un tableau référentiel pour chaque sujet technique abordé lors des émissions du mercredi. Philippe s'est en effet donné du mal pour archiver ses réponses à vos questions et vous permettre ainsi de retrouver les vidéos dans lesquelles nous avons déjà abordé les sujets qui vous intéressent. Mais revenons à SpaceX, à Boca Chica au Texas et à sa Star Factory de Starship. Voilà bien une tête d'affiche qui colle à la une depuis bien longtemps, éclipsant l'autre site historique qui a connu son heure de gloire dans les années 60 et 70 et plus récemment, début 2021, au travers d'un début de résurrection initié un peu trop tôt. J'ai bien surnommé le Kennedy Space Center à Cape Canaveral et c'est pas de tir de fusée historique, fierté un peu oubliée d'une Amérique jadis auréolée de gloire spatiale. Pourtant, cela avait bien commencé, ou plutôt repris, quand SpaceX avait décidé de s'installer, avec l'accord des autorités, sur cette terre des ancêtres en planifiant des travaux destinés à implanter localement leur colossal et nouveau projet Starship. Le site 39A, d'où partirent jadis les missions Apollo, était déjà sorti de sa léthargie suite à la modification de son pas de tir historique afin de lui permettre de lancer de façon commerciale et régulière la fusée fétiche de l'entreprise, le Falcon 9. Attention, SpaceX ne possède pas ce site, mais le loue à la NASA, qui reste seul propriétaire. Il ne s'agit donc pas de faire n'importe quoi. C'est ainsi qu'en 2021 et 2022, nous avions vu débuter des activités de génie civil avec la création d'une tour de lancement en tout point identique à celle de Boca Chica, en cours d'installation à la même époque. Idem pour la table orbitale, dont les 6 jambes furent rapidement posées. Quant au donut proprement dit, nous ne l'avons jamais vu en entier rester caché dans son hangar de fabrication. Un autre chantier qui, à l'époque, nous avait fait bien fantasmer, était celui de ce curieux réservoir cylindrique vertical de grande taille, en béton et acier, et dont la finalité, soyons francs, nous échappe toujours. Parallèlement, tout près de là, sur Roberts Road, le site de maintenance et assemblage des fusées Falcon 9 s'est vu ajouter un nouvel ensemble de bâtiments industriels qu'à l'époque on attribuait à une usine de fabrication des futurs Starship qui seraient lancés depuis le site de Floride. Logique en fait, sauf que, eh bien non, puisque mystérieusement, tout s'arrête courant 2023 et le Kennedy Space Center semble alors retomber dans l'oubli, médiatique en tout cas. Même les segments déjà construits de la seconde tour vont partir pour le Texas. Si la partie Falcon y tourne toujours à plein régime, la partie Starship, par contre, se rendort. L'entreprise aurait-elle décidé de séparer géographiquement ces 2 lignes de produits phares? Car au Texas, c'est tout l'inverse et le site de Boca Chica, propriété privée de SpaceX, cette fois-ci, redouble d'activité comme nous avons tous pu le constater. Or, et cela est très récent, des signes de reprise se font nettement sentir sous le soleil de Floride. Qu'est-ce qui a changé et qui pourrait expliquer un tel regain d'intérêt? Dressons un rapide état des lieux. La tour et son extension dédiée au treuil est terminée depuis plus de 2 ans. Et la table de lancement entièrement démantelée, sans autre forme de procès, radicale, et bien dans le style de la maison. Reste le réservoir mystère, dont la mission future n'est pas encore officielle à ce jour. Nous sommes donc bien loin d'un site opérationnel, comme le souhaiterait Elon pour le milieu de l'année prochaine plus ou moins. Il est très probable que la NASA ait été impliquée dans la décision de gel temporaire de ce site ultra sensible car directement impliquée dans l'autonomie spatiale des États-Unis. Et elle a probablement eu raison car si le vol numéro 1 du Starship s'était passé ici comme nous le savons depuis, c'est tout le site 39A qui aurait pu tomber en indisponibilité pour plusieurs mois, perspective politiquement inacceptable.
Dans tous les cas, les futures modifications qui seront apportées sur place devront avoir prouvé leur innocuité par rapport au premier pas de tir actuellement en service, car jugé sensible pour la sécurité nationale. De même, une réclamation a été déposée il y a quelque temps par Blue Origin, également présente sur ces terres saintes du spatial américain, qui trouve que le trop grand nombre de lancements annoncés par son encombrant concurrent risque de faire de l'ombre à son propre programme. Cohabitation difficile et conflit de voisinage en perspective, et oui, il n'y a pas que votre voisin et sa tondeuse le dimanche matin. Quels sont les signes avant-coureurs d'une possible reprise? Sur le site de Roberts Road, montage d'une tente de grande taille en cours, plus grande que les anciennes de Boca Chica. Dans quel but? Ce genre d'abri convient tout à fait pour du stockage ou éventuellement pour un chantier de soudage. Sa longueur lui permettrait presque d'abriter un heavy booster couché, mais ce scénario n'est pas réaliste et ne présente aucun intérêt pratique. Des activités de terrassement et de creusement de tranchées ont repris depuis peu, confirmant que le site se réveille enfin. Des plots supports, tels que ceux qui ont été utilisés pour le montage et le stockage des segments de tours, refont leur apparition. Un projet d'agrandissement des terrains de Roberts Road vers le nord de 71 hectares a été déposé. Il représente près de 2 fois la surface de la Star Factory de Boca Chica ou encore quasiment la superficie de l'actuel site de production complet. L'autorisation actuelle obtenue concerne le terrassement et la mise à niveau horizontale du terrain en élévation de quelques mètres par rapport au niveau de la mer. Bien que nous n'ayons pas encore d'indices précis sur ce que cette extension pourrait abriter, il est possible qu'une seconde Star Factory y soit envisagée, ce qui irait de pair avec les extensions des pas de tir locaux et proches. Sur le pas de tir historique 39A, des plans dévoilés du futur aménagement semblent montrer qu'une unité d'extraction d'azote et d'oxygène de l'air a l'air prévue au programme comme à Boca Chica. Nous découvrons aussi qu'une seconde tour serait dédiée au seul rattrapage. Cette dernière option interroge fortement car elle dévoile peut-être une stratégie nouvelle en rupture avec la pratique actuelle et qui consisterait à expédier vers la Floride et par les airs, par leurs propres moyens, les boosters et vaisseaux fabriqués au Texas. Pas totalement délirant si l'on songe au gigantisme de la Star Factory texane qui, à peine finie, pousse ses premiers vagissements en sortant coup sur coup, B13, B14, B15, S31, S33, S34 et bien davantage encore si l'on en croit ce qui se passe derrière les panneaux vitrés de cette usine XXL. Il est possible que l'incroyable productivité de cette machine industrielle finisse par engorger rapidement les possibilités de lancement depuis Boca Chica, surtout si des complications administratives environnementales s'y ajoutent. Cette unité de production a comme ambition, selon son géniteur, de pouvoir fabriquer plusieurs centaines de vaisseaux par an, ce qui fait vraiment beaucoup. Expédier premier et deuxième étage vers les installations du Kennedy Space Center en volant par leurs propres moyens est tout à fait envisageable en trajectoire balistique suborbitale. À terme, nous l'avons dit, une Star Factory sera probablement ajoutée aux installations sur place, mais dans un premier temps, une solution de transit Texas-Floride aurait du sens. D'ailleurs, les terriens, vous pouvez laisser votre avis sur la question en commentaire. Pour SpaceX, les possibilités en Floride ne se limitent pas au seul pas de tir 39A, celui-ci étant déjà bien occupé par des lancements de fusées Falcon 9 et Heavy Falcon, avec par exemple, depuis le début de l'année 2024, 18 lancements. À titre de comparaison, le pas de tir voisin LC-40, bien que plus petit, en est déjà à près de 50. Vandenberg, en Californie, se porte bien également avec 35 lancements à ce jour sur 2024, mais ce site est plus éloigné et adapté à des orbites fortement inclinées. Pas pour le Starship, en tout cas, pas tout de suite. Reste une dernière piste avec le site historique, le LC-37. Des plans ont été proposés par SpaceX pour y effectuer des lancements dans un avenir proche. La dernière fusée de la famille Delta, à savoir la Delta 4 Heavy, a pris sa retraite en avril de cette année. Le projet de déclaration d'impact environnemental de la FAA doit être présenté en décembre 2024 avec une étude finale d'ici septembre 2025. Si le feu vert est donné, c'est un tout nouveau pas de tir complet avec potentiellement 2 tours de lancement qui pourront y être installés. SpaceX continue de marcher dans les traces de la glorieuse fusée Saturn dont les premières versions ont été tirées du même endroit dans les années 60. En conclusion, la poursuite du programme Starship, maintenant boosté par une production en pleine croissance de sa Star Factory texane, va avoir un besoin urgent de disposer de suffisamment de plateformes de tir opérationnelles. Car la prochaine grande étape à valider sur ce programme audacieux est le refueling en vol annoncé pour la mi-2025. Or, ces essais exigeront un grand nombre de tirs afin de pouvoir mettre au point puis statuer sur le niveau de fiabilité atteint par cette technique novatrice. Le site de Boca Chica ne pourra pas à lui tout seul
veulent absorber l'ensemble du besoin, même avec 2 pas de tir complets disponibles courant 2025. La reprise des activités sur le Kennedy Space Center est donc impérative. Le stand-by auquel ce site a été soumis ne sera finalement pas un mal, car il permettra, ce n'est pas un luxe, de bénéficier du plein retour d'expérience des premiers lancements de Boca Chica. Les futurs tours, déviateurs de flammes et tables orbitales seront ainsi des versions évoluées, plus adaptées à une exploitation régulière et bénéficiant d'une durée de vie opérationnelle plus longue. Comme quoi, même dans le domaine de la conquête spatiale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ah certes Philippe, mais il semble bien que SpaceX non seulement ne cesse de courir, mais arrive en plus toujours à point. Et voilà les terriens, alors merci encore pour votre participation, et pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, eh bien merci de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification, et surtout mettez bien un petit pouce en l'air si l'émission vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale, à très bientôt les terriens.